Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. On va démarrer cet épisode avec la question de Victor sur une entreprise un peu particulière. Pourrais-tu nous parler du projet Spin Launch ? Bonjour Victor. Dès son annonce, le projet Spin Launch a éveillé notre curiosité. Cette catapulte spatiale est pensée pour accélérer de tout petits lanceurs à des vitesses phénoménales, leur épargnant ainsi le recours à un premier étage. On a pas mal évoqué le projet dans notre dossier de l'espace consacré aux catapultes spatiales. Je vous mets le lien en fiche. Très franchement, on a cependant un peu de mal à y croire. Les forces en jeu, le choc de la rentrée à grande vitesse dans les couches denses de l'atmosphère et la robustesse nécessaire des charges utiles nous laissent entrevoir une solution de niche, peut-être plus adaptée à un usage militaire. Spin Launch nous a tout de même surpris en construisant une première catapulte gigantesque et en faisant la démonstration voilà quelques mois. L'installation est capable d'accélérer des masses mortes à plus de Mach 1, et il ne s'agit que d'un démonstrateur à l'échelle 1/3 de la catapulte finale. Cette première démonstration a suffi pour que la NASA se penche sur la question. L'agence spatiale américaine vient d'annoncer qu'elle allait tester la catapulte de Spin Launch. Elle va développer une charge utile qui sera capable de mesurer les caractéristiques du vol. Spin Launch espère ensuite disposer de sa catapulte orbitale autour de 2025. Elle devra accélérer des mini-fusées à près de 8000 km/h. Ces dernières agiront alors comme des seconds étages pour emmener des satellites spécialement renforcés jusqu'en orbite. Si Spin Launch y parvient, je dois avouer que je serais très impressionné. Leur démarche pourrait avoir un certain sens. Elle réduirait effectivement le coût de l'accès à l'orbite. En contrepartie, les concepteurs de satellites devraient penser ceci avec cette méthode de lancement en tête. Ce qui exige des transformations des standards de SmallSat. On verra d'ici quelques années si le pari est gagnant. Allez, on enchaîne sur SpaceX et on va partir autour de la Lune. Pourquoi ne pas envoyer un vaisseau Dragon autour de la Lune grâce à une Falcon Heavy ? Ça serait pratique pour relancer l'envie de s'y poser, non ? Bonjour Tom et Flo. Le vaisseau Dragon va bien aller autour de la Lune, dans sa version XL. Et il sera en effet lancé par une Falcon Heavy. Il s'agit d'une version cargo retravaillée qui d'une certaine façon sera habitée. Il ne transportera pas d'astronautes, mais une fois amarré à la Gateway, la station lunaire que la NASA et ses partenaires vont assembler, il pourra servir de chambre supplémentaire. Il y a un an environ, la NASA a fait un petit ajout au contrat initial du Dragon XL, pour étudier la possibilité de le doter de couchettes et de toilettes. La Gateway sera en effet une petite station, dans laquelle des équipages devront passer de 30 à 40 jours. L'espace risque d'y être exigu et une option supplémentaire pour dormir et faire ses besoins ne serait certainement pas de trop. Le contrat de la NASA envisage ainsi que Dragon XL puisse passer jusqu'à 1 an docké à la Gateway. Ce sera presque un module temporaire. Le Dragon XL ne pourra cependant jamais remplacer Orion. Il n'est pas fait pour traverser les atmosphères, ni même pour revenir vers la Terre. Après sa mission, il doit finir sur une orbite cimetière héliocentrique. On peut toutefois se poser la question de savoir s'il y aura une alternative à Orion pour les vols habités vers l'orbite lunaire. Les vols du SLS s'annoncent tellement chers que la NASA se pose forcément la question. Un prétendant naturel serait le Starship, surtout une fois qu'il aura démontré qu'il peut revenir dans l'atmosphère terrestre et se poser sur la Lune. Il devrait devenir tentant de se passer complètement du passage en orbite lunaire pour faire des allers-retours directs entre la Terre et la surface de notre satellite. Cela concentrerait cependant une grande partie des programmes de la NASA aux mains de SpaceX. On reste sur Terre avec la prochaine question de Jean-Baptiste. Pourrais-tu nous parler des différents moyens qui sont mis en place afin qu'une fusée dont on aurait perdu tout contrôle ne s'écrase pas dans une zone à forte densité de population ? Bonjour Jean-Baptiste. 65 ans après les premiers vols orbitaux, on est encore très loin d'avoir une fiabilité parfaite sur les fusées. L'année dernière, sur 146 décollages, il y a eu 11 échecs totaux ou partiels. Et ce n'était pas une année particulièrement mauvaise. Avec tous les nouveaux entrants, il y a fort à parier que cette tendance va continuer pendant encore de longues années, ce qui pose la question de la sécurité.
En effet, s'il n'y a personne à bord de la grande majorité des fusées, ces dernières restent plus ou moins des bombes géantes qui embarquent des tonnes et des tonnes de gaz hautement inflammables. Pour éviter les drames, le premier niveau de sécurité se trouve au niveau des trajectoires. On essaye en général de garder ces dernières à l'écart des zones habitées, pendant une bonne partie de la phase ascendante. À de rares occasions, cette règle n'est pas respectée et on se souvient tous des images de boosters chinois qui s'écrasent sur des villages. Fort heureusement, avec très peu d'ergols résiduels. Quand un dysfonctionnement important est repéré au cours du vol, les lanceurs font généralement appel à leur Flight Termination System, leur système d'interruption de vol. Ces derniers peuvent couper les moteurs, voire même entraîner la destruction de la fusée. Ce sont des systèmes commandés depuis le sol ou parfois même autonomes. Sur les électrons de Rocket Lab, par exemple, le système suit la trajectoire du lanceur grâce à une puce GPS. En cas de trop grande déviation, il met fin au vol sans intervention humaine. Ce sont des systèmes nécessaires pour la sécurité des zones qui pourraient se trouver affectées par un lanceur hors de contrôle. On va maintenant parler des futurs miroirs des télescopes spatiaux. Pourrais-tu nous parler des miroirs liquides géants que la NASA développe pour les futurs télescopes spatiaux ? Bonjour Yves, déployer des miroirs toujours plus grands pour les télescopes spatiaux va s'annoncer de plus en plus difficile. James Webb est une véritable merveille d'ingénierie qui repousse cette limite à plus de 6 mètres. Mais si on souhaite un jour avoir les performances d'un miroir 10 voire 100 fois plus grand, il faudra envisager d'autres technologies. Dans cette optique, les miroirs liquides présentent une alternative intéressante. La NASA s'intéresse tout particulièrement à leur développement à travers le projet FLUT. L'idée est de tester la fabrication de composants optiques en 0G, d'abord dans des vols paraboliques, puis directement à bord de l'ISS. C'est une tâche que vont devoir entreprendre les touristes de la mission Axiom 1, qui s'est amarrée la semaine dernière à la station. En impesanteur, les liquides ont tendance à prendre une forme sphérique qui approche de la perfection. L'équipe de FLUT a ainsi pu obtenir des formes avec des imperfections de surface inférieures au nanomètre, dans des tests de flottabilité neutre. On peut exploiter ce phénomène pour concevoir des lentilles et différents composants optiques de réflexion ou de réfraction. Plutôt que de concevoir et polir des miroirs géants pendant des années, il est donc peut-être possible d'assembler tout ou partie des composants optiques d'un télescope directement dans l'espace en exploitant des liquides. Idéalement, il faut que le composant soit liquide lors de sa formation, puis qu'il se durcisse. Sans quoi, les manœuvres pour pointer le télescope risquent d'être humides. Pour l'expérience d'Axiom 1, c'est un polymère liquide qui est utilisé. Il doit être durci par des rayonnements UV après sa formation. Si l'expérience est payante, elle pourrait ouvrir la porte à des observatoires moins chers, plus rapides à assembler, voire à des applications terrestres. Qui sait, peut-être qu'un jour vos verres de lunettes seront produits dans l'espace. On va terminer cet épisode avec une galaxie très très lointaine. Pourrais-tu nous parler de la galaxie HD1 récemment mise en lumière ? Bonjour Quentin. La semaine dernière, on a discuté de l'étoile individuelle la plus lointaine jamais détectée. Il est évidemment bien plus simple de détecter des galaxies que des étoiles, car elles sont beaucoup plus lumineuses. On peut donc observer des galaxies qui sont encore plus lointaines que l'étoile Earendel. Et la semaine dernière, on a justement appris la découverte de la galaxie la plus lointaine jamais observée, HD1. Elle aurait émis sa lumière il y a 13,5 milliards d'années, soit seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Pour parvenir à cet exploit, 4 grands télescopes internationaux ont collecté de la lumière d'un point du ciel pendant 1200 heures. HD1 a la particularité d'émettre beaucoup de lumière en ultraviolet. Cela pourrait être le signe qu'elle abrite de nombreuses étoiles de population 3, qui se formeraient à un rythme effréné dans les tout premiers âges stellaires de l'univers. Ces étoiles géantes auraient une vie très courte et une fin explosive, ce qui permettrait de répandre les premiers éléments lourds dans les galaxies primordiales. Il est aussi possible que la galaxie soit l'hôte d'un trou noir supermassif, 25 fois plus imposant que celui qui trône au centre de la Voie lactée. Il aurait alors un disque d'accrétion très actif, responsable de ce rayonnement. Il serait intéressant de constater que des trous noirs aussi massifs puissent exister aussitôt dans l'histoire de l'univers, ce qui serait un indice quant à leur mécanisme de formation. La galaxie est tellement lointaine qu'il sera difficile de trancher cette question. Peut-être qu'un télescope géant à miroir liquide qu'on vient d'évoquer pourrait faire avancer cette quête.
On peut éventuellement espérer découvrir des galaxies encore plus anciennes, mais pas de beaucoup. Certains astronomes estiment que les toutes premières galaxies auraient pu émerger 200 millions d'années après le Big Bang. On en est donc plus très loin. Voilà, cet espace commentaire touche déjà à sa fin, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.